Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous recevons Florent Vadillo pour parler du renseignement. Florent Vadillo, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes docteur en sciences politiques, ancien collaborateur du président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, puis conseiller auprès du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Vous êtes actuellement directeur du Conseil sécurité intérieure dans l'entreprise Soprasteria et enseignant à Sciences Po Paris. Vous avez par ailleurs fait paraître le livre Les espions de l'Élysée avec Alexandre Papa-Emmanuel en 2019 aux éditions Talendier. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le CNR qui est vraiment un des axes importants du livre. Puis on s'intéressera plus largement au renseignement et puis on terminera avec un peu de prospective et se questionner sur l'avenir du renseignement. Florent Vadillo, peut-être une première question pour poser le thème. Qu'est-ce que le CNR et à quels besoins répond-il? Le CNR, c'est un organe administratif un peu d'un type inédit parce que c'est une structure quasi administrative placée auprès du président de la République dont le but est de transmettre des orientations, des consignes, de s'assurer que les services coopèrent entre eux, tout en étant le conseiller renseignement du président de la République. C'est en quelque sorte un des avatars de la Ve République sur un sujet aussi stratégique que le renseignement, qui a naturellement été présidentialisé. Et le CNR, de ce point de vue-là, en est la manifestation. Il succède en fait au comité interministériel du renseignement qui était sous la présidence du Premier ministre. Et on voit bien qu'il y a cette mutation, en même temps que le renseignement devenait un sujet stratégique, car c'est une création récente, hein, le caractère stratégique du renseignement, bien en même temps qu'il devenait ce sujet stratégique, il était présidentialisé. C'est Nicolas Sarkozy qui a décidé de la création du CNR en 2008 et un décret est venu l'authentifier en quelque sorte en 2009. Alors, à quel besoin répond-il? Je l'ai un peu évoqué. Il répond en fait à la nécessité que des services qui travaillent à la fois sur des territoires géographiques différents, mais sur des missions communes, coopèrent entre eux dans l'objectif d'une plus grande mutualisation du renseignement, d'une plus grande efficacité de la politique publique du renseignement. C'est en quelque sorte un outil de rationalisation d'une communauté du renseignement qui s'est structurée un peu cas à cas et qui, sous le coup du terrorisme tout particulièrement, avait besoin d'un élément de rationalisation un tout petit peu virulent. Et je crois que le coordonnateur répond à cet objectif. Alors, par rapport justement à, donc comme vous l'avez dit, c'est entre guillemets la partie renseignement a migré depuis Matignon jusque l'Élysée, et on peut voir notamment dans le livre que les débuts du CNR, l'installation notamment de de l'ambassadeur de France Bajolais a été quelque peu sportif, dirons-nous. Pourquoi il y a eu justement cet accueil en demi-teinte, on va dire, et quelles adaptations ont permis une meilleure intégration du CNR au cœur du système élyséen? Cette implantation du CNR à l'Élysée, elle est heurtée d'abord parce qu'elle intervient tardivement. Elle n'intervient pas au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. De fait, lorsque le CNR est créé, il vient s'insérer dans des relations administratives, des relations de pouvoir qui étaient préexistantes. Le conseiller d'état-major, le chef d'état-major particulier du président de la République avait déjà pris ses habitudes avec la DGSE et les services militaires. Le conseiller diplomatique avait de la même manière ses habitudes avec la DGSE. Et enfin, le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, qui était par ailleurs l'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur et ancien directeur général de la police nationale, avait ses habitudes avec les services de renseignement intérieur. Ce qui fait que le CNR, il vient un peu comme un chien dans un jeu de quilles, sur un écosystème déjà structuré, où il est censé apporter une rationalisation que personne n'attend et que personne ne souhaite dans l'entourage présidentiel. Par ailleurs, les services de renseignement, même s'ils accueillent la structure avec bienveillance parce que c'est un souhait du président de la République, ne lui déroule pas non plus le tapis rouge. Et donc, il arrive en quelque sorte lorsque toutes les herses sont levées. Qu'est-ce qui permet de pacifier les relations et qu'est-ce qui permet en gros à la structure de survivre? Ce sont deux choses. La première, c'est la personnalité d'Ange Mancini, le successeur de Bernard Bajolais, qui a été nommé en 2011. Ange Mancini, il a une personnalité ronde, chaleureuse. Et donc, là où Bernard Bajolais y allait un peu sabre au clair, Ange Mancini, il est là pour arrondir les angles. Donc, ça permet déjà à la structure de durer. Et ce qui lui permet aussi de durer, c'est l'alternance de 2012, où François Hollande ne se voit pas se défaire d'un sujet
que Nicolas Sarkozy avait attiré à l'Élysée, surtout après les attentats de Mohamed Merah. Il l'explique dans le livre. Tout le monde aurait cru que c'était un désintérêt pour les sujets de sécurité. On me l'aurait reproché au premier attentat. Et donc, en quelque sorte, la structure, elle survit pour des raisons contingentes. C'est ça le drame du coordonnateur national du renseignement. Il ne survit pas pour les bonnes raisons. Il ne survit pas pour son bilan. Il survit parce que ses ennemis se sont apaisés ou parce que politiquement, sa suppression aurait été dommageable. Mais néanmoins, il a un effet de rationalisation sur la structure qui, sur le long terme, sera sans doute plus évident qu'il ne l'est actuellement. Alors justement, sur ce rôle du CNR, vous avez dit il y a une certaine rationalisation qui est opérée par lui. Est-ce qu'en quelque sorte, il sert, bon, passez ma expression, de passe-plat entre les différents services de renseignement et l'Élysée, ou est-ce qu'il a vraiment une influence sur la prise de décision? D'abord, il faut se souvenir qu'en 1995-96, lorsque la France est victime de vagues d'attentats islamistes, les premières du genre, les services de renseignement sont à un tel point de non-coopération que le président de la République, Jacques Chirac, intervient à la télévision. À l'époque, c'était 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Donc, vous êtes trop jeune sans doute pour vous souvenir des pubs en moire d'Anne Sinclair, mais le président de la République intervient pour dire que si les services ne coopèrent pas, il changera leurs responsables. C'est quand même assez terrible comme aveu d'impuissance que de devoir aller à la télévision pour dire que les services ne travaillent pas ensemble. Donc le coordonnateur, il vient de mettre terme en quelque sorte à ce dispositif-là. Ça n'est pas la seule raison de changement de paradigme, mais il vient quand même mettre un terme à cela. Et ça n'est pas le moindre de ses avantages et ça n'est pas la moindre de ses dérationalisations induites. Il a, de ce point de vue-là, changé un peu le spectre de la communauté du renseignement, le spectre des divisions qui pouvaient exister. Et donc, qu'est-ce qui pourrait améliorer plus encore le coordonnateur aujourd'hui? C'est qu'on lui confierait des arbitrages budgétaires, mais qu'il paraît difficile de lui conférer parce qu'il est précisément un collaborateur du président de la République et non pas du Premier ministre. Alors, par rapport justement à ce poids politique qui ressort du point de vue budgétaire, est-ce que le Parlement a un rôle dans la définition du budget? Quel est l'impact du Parlement sur justement toute la partie renseignement? Est-ce que c'est un sujet qui traite rapidement, on va dire, parce qu'il ne se sent pas particulièrement concerné, ou est-ce qu'il y a vraiment une implication des parlementaires dans ce sujet-là? L'implication des parlementaires, elle est croissante depuis la création de la délégation parlementaire au renseignement en 2007, toujours par Nicolas Sarkozy. Vous verrez dans la suite de mon propos que je suis globalement plutôt élogieux concernant la volonté politique de Nicolas Sarkozy en matière de réforme du renseignement sous tous ses aspects. On peut être plus critique sur le bilan, mais en tout cas, la volonté était présente et elle était à nul autre pareil. Donc, les parlementaires se sont accoutumés avec le renseignement. Ils ont commencé à développer un intérêt de plus en plus marqué. Après, je ne suis pas certain que l'aspect budgétaire du renseignement soit ce qui passionne les parlementaires. Ils ne sont pas plus investis que cela sur les masses budgétaires des services de renseignement, hormis sur les aspects RH, c'est-à-dire combien de recrutement et combien d'investissement. Mais très clairement, on est encore dans un sujet qui relève d'une forme d'exclusive de l'exécutif. Dans l'actualité récente, malheureusement, la France a été touchée par des attaques terroristes, et comme chaque attentat, les services de renseignement sont pointés du doigt par un certain nombre de médias et d'observateurs. Et on se demande qu'est-ce qu'il faudrait en plus à ces services de renseignement. Alors, vous avez évoqué la dimension ressources humaines. Est-ce qu'il faut plus d'effectifs, plus de moyens? Est-ce qu'il faut peut-être des technologies nouvelles à mettre à leur disposition, comme on peut voir par exemple en Chine avec une généralisation de la reconnaissance faciale? Qu'est-ce qui manque aux services de renseignement pour une plus grande efficience? Bon, d'abord, signaler que cette mise en cause des services de renseignement, elle est de moins en moins virulente. Il fut une époque où les titres de presse étaient innombrables dès qu'il y avait un problème sécuritaire pour dénoncer la faillite du renseignement. On n'en est plus là et c'est quand même le signe que le renseignement devient un sujet plutôt consensuel, en tout cas un sujet bien installé et dont on comprend l'utilité. Qu'est-ce qu'il faudrait aux services de renseignement? Si j'étais un peu provocateur, je dirais de la chance. Parce que malheureusement, il y a des attentats qui ne seront jamais déjouables, jamais anticipables. Et c'est un peu le cas des dernières attaques terroristes, à mon sens, parce qu'on est sur un passage à l'acte individuel, non concerté, selon toute vraisemblance. Les faits pourront me démentir, mais en l'état, c'est le cas.
Et donc, je ne vois pas comment les services pourraient anticiper cela. Alors, d'aucuns évoquent la possibilité d'un surcroît de renseignements techniques, mais on le voit bien avec les États-Unis, l'exemple des États-Unis, l'existence d'un renseignement technique extrêmement puissant, massif, n'a pas empêché les attentats de Boston, n'a pas empêché non plus la survenance du 11 septembre. Donc, il n'y a pas de martingale en matière de renseignement. Tout chef de service vous dira que plus la menace est importante, plus il faut de budget. Moi, j'ai envie de dire, avant d'octroyer des budgets, commençons par rationaliser les moyens existants. Et je pense qu'il y a des modifications législatives, il y a des solutions technologiques qui peuvent être trouvées à faible coût et qui permettraient d'améliorer significativement l'activité des services de renseignement sans modification de paradigme. Alors, par exemple, quel changement législatif vous avez en tête? Moi, je crois néanmoins, le premier élément, c'est de clarifier le cadre de mutualisation du renseignement, hein. Aujourd'hui, il y a un décret qui n'a pas été pris en application de la loi renseignement et en particulier de cet article L863-2 du Code de la sécurité intérieure. Ce décret, il est manquant, ce qui fait que les services de renseignement n'ont pas de capacité avérée de mutualisation du renseignement. Alors après, on peut toujours gloser sur le fait que ça existe déjà sans décret. Je maintiens qu'il n'y a pas de base légale ou en tout cas pas de base réglementaire. Une fois que la mutualisation du renseignement elle est bornée juridiquement, il reste à maintenant déployer des outils algorithmiques en la matière. Et ce qui a fait scandale lorsque la DGSI a contractualisé avec Palantir, ça n'est ni plus ni moins que la modernisation du renseignement à l'œuvre que nous n'avions pas vu et que nous n'avions pas anticipé. Donc, je crois qu'il faut vraiment travailler sur cette exploitation algorithmique du renseignement, qui n'est pas une exploitation du tout technique, hein, c'est une facilitation du travail de l'enquêteur face à la masse de données qui est la leur. Et puis, le dernier point que moi je verrais et qui me paraît absolument indispensable et que j'avais d'ailleurs signalé dans une note de l'ETERI, le think tank que je préside sur divers sujets de politique publique, je pense qu'il faut que l'on passe le cap désormais de l'interconnexion des fichiers. Et moi, je fais une préconisation pour éviter l'interconnexion généralisée. C'est une interconnexion qui serait vécue comme une technique de recueil du renseignement. Elle serait donc autorisée de manière ponctuelle sur un individu et on viserait les fichiers dont on sollicite l'interconnexion. Je crois que ça permettrait quand même d'être plus rapide, plus efficace dans le suivi de certains individus. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. C'est le suivi efficace d'individus qui souvent sont repérés. Et quand ils ne le sont pas, c'est qu'il n'y avait aucun motif globalement de repérage. Le criblage initial n'est pas, je ne le crois pas, en tout cas, n'est pas défaillant en France. Quand on parle justement d'interconnexion des fichiers et qu'on parle plus largement des liens qui peuvent exister entre les services de renseignement, est-ce que vraiment on se place à l'échelon national ou est-ce qu'on va plus loin et on s'élargit à des connexions, à des liens avec des pays autres que la France? En matière d'antiterrorisme, les liens entre services de renseignement, ils sont internationaux. On le voit, l'antiterrorisme a créé une forme de vaste coopération entre services de renseignement, d'alignement des gouvernements entre eux. Je crois qu'on peut vraiment parler d'une vraie et très intense coordination. Dans le livre que j'ai co-signé avec Alexandre Papa-Emmanuel, on donne la parole à Didier Lebray qui évoque ce club de Paris qui avait été créé par ses soins et qui regroupait les différents coordonnateurs de renseignement, les différents acteurs de la lutte contre le terrorisme et qui était très efficace. Au demeurant, la lutte contre le terrorisme, c'est ce qui a permis aux services de se rapprocher les premiers et de très longue date. On peut parler du club de Vienne, du club de Berne, qui sont des instances où les services de renseignement coopèrent pour certains depuis plus d'une centaine d'années, hein. C'est le cas notamment sur la coordination de la lutte contre le terrorisme anarchiste. Il y a une thèse de Thomas Bossardo qui a été soutenue sur ce sujet et qui montre qu'il y a une coopération très tôt sur la lutte au début du XXe siècle, sur la lutte contre le terrorisme anarchiste. Mais donc vraiment, l'antiterrorisme est un facteur de coordination internationale. Pour le reste, on est sur vraiment la nécessité d'un cloisonnement au niveau national pour des sujets d'abord de compétition économique, compétition également politique pour avoir les meilleures informations et la capacité d'action stratégique, notamment en politique étrangère. Et puis, on est surtout sur la défense des intérêts nationaux, qu'ils soient économiques, mais aussi
évidemment, en termes de contre-espionnage. Donc, on a besoin d'avoir ces deux aspects, à la fois une coopération internationale et une vraie dimension nationale très exclusive. Vous évoquez les différents sphères que peuvent toucher le renseignement au-delà de la lutte contre le terrorisme. Enfin, récemment, le coordonnateur national du renseignement on a terminé son titre par et de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que pour vous, c'est un indicateur comme quoi sa mission première, ça va être la lutte contre le terrorisme au détriment peut-être des autres sphères du renseignement, comme par exemple le renseignement économique qui avait été beaucoup mis en avant par Alain Juillet, ou est-ce que c'est pas si significatif que ça et le CNR garde ses prérogatives dans les autres sphères? D'abord, pour être tout à fait franc, moi, je ne vois pas ce que l'adjonction de LT à CNR change réellement à l'activité du coordonnateur national du renseignement. Je pense qu'il faudra plus de temps pour qu'on arrive à voir si la réforme de 2017 est une réforme cosmétique ou de fond. J'ai tendance à dire qu'elle se situe quand même un peu au milieu avec un baromètre qui tend un peu plus vers le cosmétique, mais ça n'est qu'un avis personnel. Parce que la lutte contre le terrorisme, par définition, c'est le premier sujet qui est inscrit à l'agenda des services de renseignement. Et de ce point de vue-là, le coordonnateur était évidemment prééminent sur ce sujet. Et je n'envisage pas que la CNRLT, aujourd'hui, en quelque sorte, minore ou ne traite pas à la hauteur les sujets de mutualisation technique, de contre-espionnage ou autre. Donc non, je pense que vraiment on est sur un équilibre qui est malheureusement imposé par le tempo de la lutte contre le terrorisme et de sa réception par les populations et par les gouvernements, et qu'on est ensuite sur des missions qui sont les autres et qui sont respectées, qui ne sont pas dégradées dans leur traitement. Après, il est vrai que les services traitent plus d'antiterrorisme que d'autres sujets, et c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est une question d'orientation du renseignement. Ça n'est pas tant l'évolution des missions du CNR que l'orientation du renseignement qui doit faire l'objet d'un débat national. C'est d'ailleurs pour ça que je tiens à saluer le fait qu'en 2018, la stratégie nationale du renseignement a été publiée, que c'est une bonne stratégie, qu'elle est étoffée et qu'elle aurait pu donner lieu à un débat intéressant d'orientation sur l'orientation stratégique des services de renseignement. Justement, sur l'orientation du renseignement, on, on voit que, enfin, comme vous le dites, en ce moment, la lutte contre le terrorisme impose un rythme assez soutenu à ces services-là, alors que parallèlement, l'enseignement, parfois, c'est aussi une considération très importante pour le temps long de la prospective. Est-ce que est-ce qu'ils essayent de prévoir encore aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore le temps et les moyens de prévoir les futurs foyers peut-être du terrorisme dans 10, 15, 20 ans pour placer des sources humaines là-bas? Est-ce que c'est encore une tâche qui est considérée d'une part et possible à effectuer d'autre part? Oui, je le crois, sur l'anticipation des foyers de terrorisme, sur l'anticipation de la menace terroriste. Je crois que les services gardent cette forme de prospective qui est une prospective sécuritaire et une prospective vitale, hein, puisque vraiment le terrorisme crée des troubles, d'ailleurs moins en termes de victimes qu'en termes d'incidence sur la destinée des sociétés. En revanche, ma grande préoccupation, et je n'ai pas de réponse à cela, je n'ai qu'une inquiétude, c'est de savoir si les services de renseignement ils anticipent les nouvelles menaces à 10, 15, 20 ans. C'est ça qui compte, parce que finalement, le terrorisme, c'est une menace que l'on connaît, dont les manifestations, elles, peuvent être inconnues. Et cette menace, nous la connaissons, nous savons comment l'appréhender, nous savons globalement comment lutter contre, y compris dans toutes ses ramifications, jusqu'à la guerre bactériologique. Bon. Les autres menaces, celles qui n'existent pas encore, les autres foyers de crise, les arcs de crise qui pourraient se dessiner, les connaît-on? Sait-on quelles seront les préoccupations des gouvernements dans 10-15 ans? La CIA fait des exercices de prospective qui sont intéressants, hein, qui tombent d'ailleurs parfois très justes, parfois très faux. Et je crois que les services français là-dessus ne font pas assez de prospective. En tout cas, s'ils en font, elle n'est pas suffisamment diffusée à un échelon de décision politique pour que les décisions en matière d'orientation du renseignement s'en ressentent. La CIA, comme vous l'avez évoqué, publie fréquemment des éléments de prospective. Et par exemple, il y a quelques temps, il y a eu un article qui était sorti sur la CIA avait prévu les pandémies. Au bout d'un moment, quand pendant 20 ans on prévoit une pandémie, il faut bien que ça tombe juste un jour. Est-ce qu'il y a des personnes, pour essayer de recoller un petit peu à l'actualité sanitaire, est-ce que par exemple les services de renseignement travaillent avec des médecins, des économistes, des géographes, avec un panel, on va dire, de compétences qui permettent de sortir de leur vision, on va dire, centrée sur les relations internationales ou pas? De plus en plus, mais pas suffisamment. Et donc, il faut accroître cette capacité à décloisonner les savoirs et à utiliser les compétences externes.
La DGSE a évidemment un temps d'avance sur le sujet, mais ça n'est pas le cas des autres services. Je rêve un jour d'avoir des séances de travail avec plusieurs types, non pas d'être présent, mais de savoir qu'elles existent, avec différents types de spécialistes et qui pourraient, à partir d'une crise frumentaire liée à des mauvaises récoltes en Europe de l'Est, arriver à modéliser les risques que l'on peut avoir à la fois sur les déplacements de criminalité organisée, sur les flux migratoires et sur les conséquences que ça peut avoir. Ça, on serait dans un niveau de coopération avec à la fois la ressource experte en termes de technologie et de savoir sur vraiment une coopération qui serait très vertueuse. Je crois qu'on n'en est pas encore là et que le pas mérite d'être franchi. Après, on ne peut pas demander aux services d'être sur tous les fronts, d'être sur la capacité à une réponse sécuritaire immédiate et de la prospective. C'est une question, encore une fois, vous allez vous dire que c'est un dada chez moi, d'orientation du renseignement. C'est aux politiques de demander aux services de renseignement de travailler sur ce temps long de l'anticipation. Un mot sur ce que vous évoquez sur la CIA. Effectivement, on peut toujours dire que lorsqu'on fait une prophétie chaque année, elle finit par se réaliser parce qu'il y a une forme de réalité mathématique qui fait que le hasard finit toujours par se produire. Ce que je veux dire, c'est que la CIA, elle ne se contente pas de dire il va y avoir une crise liée à une pandémie. Derrière, il y a une réflexion sur le dispositif de réponse à cette crise pandémique. Et c'est ça l'intérêt. Parce que finalement, la prophétie pour la prophétie, c'est intéressant, ça permet d'avoir des conversations mondaines et de dire qu'on avait prévu les choses. Ce qui compte, c'est de pouvoir adapter la réponse d'un État à une menace qui avait été anticipée, et ou en tout cas dans les éléments de gestion et de réponse à la crise, pouvait être anticipée. C'est ça la force d'un appareil de renseignement mûr. Et je crois qu'il faut que l'on densifie cela en acceptant une chose, c'est le droit à l'erreur. Or, aujourd'hui, on n'accepte pas des services de renseignement le droit à l'erreur. C'est extraordinaire parce que dans toute autre administration, on le permet. D'ailleurs, les citoyens se voient reconnaître la capacité de droit à l'erreur, mais finalement, les seuls qui devraient être infaillibles, ce sont les services de renseignement. Je pense qu'il faut revenir à plus de pondération. Quelque chose qui est assez injuste, on va dire, pour eux, c'est que toutes les réussites qu'ils peuvent avoir, on entend très peu, voire jamais parler, alors que dès qu'il y a quelque chose qui passe à travers les mailles de leur filet, c'est sur toute l'été. Exactement, vous avez raison, mais là, c'est un problème de culture politique. C'est-à-dire le jour où on arrivera à ne pas dévaloriser des services du fait d'un échec, le jour où la presse, où les citoyens seront en mesure d'accepter cette part d'erreur, là, on aura franchi un grand cap. Malheureusement, notamment sur l'antiterrorisme, la réponse étant très épidermique, c'est compliqué d'être à ce niveau d'abnégation. Alors, rien n'est impossible, il faut l'espérer. Je crois que il y a un travail de pédagogie de la part des responsables politiques. C'est d'ailleurs pour ça que je m'inquiète un peu. À chaque fois que l'on a un attentat qui se produit, il y a une réponse législative ou administrative que l'on veut mettre en place. Il faut expliquer aux gens que parfois, des attentats se produisent parce que c'est ce que les Romains appelaient le fatum. Voilà, il y a une forme d'obligation, d'irruption de la crise sécuritaire. Eh bien, il faut savoir accepter, y compris cette irruption de la mort dans notre quotidien qu'on ne peut pas toujours éviter. Souvent, vous parlez des mesures sécuritaires qui sont prises, et notamment législatives, qui sont prises à chaque fois au lendemain des attentats. Est-ce que pour vous, il y a un garde-fou réel qui se place pour faire la balance entre sécurité, liberté ou vie privée? Ou est-ce que l'émotion emporte au final le tout? Et je pense notamment au fait que depuis la réforme de Jacques Chirac, l'inversion du calendrier parlementaire, le président est quasiment assuré d'avoir une majorité à l'Assemblée. Alors, il est quasiment assuré à ISO conditions, parce que si je prends l'exemple, si Marine Le Pen un jour devait gagner les élections présidentielles, il n'est pas certain qu'elle aurait une majorité parlementaire. Mais ça, c'est un autre débat qui nous amène loin du renseignement, même si on pourrait faire des prophéties en matière de renseignement. Non, je crois vraiment que ce qu'il faut signaler, c'est que notre classe politique et notre sphère médiatique en matière de terrorisme a perdu tous les repères qui étaient les nôtres dans les années 80. Je prenais cet exemple-là, j'avais la chance d'être interrogé par quelques journalistes et notamment sur BFM, donc ça m'amusait de jouer un peu à contre-pied. Ils me disaient, mais c'est terrible, la France est à feu et à sang, un attentat par semaine. Je dis, oui, mais souvenons-nous, en 86, c'était un attentat tous les 2 jours, avec des dizaines de morts. En 86, c'était l'attentat de la rue de Rennes au Tati, c'était la galerie Claridge sur les Champs-Élysées, c'était le drugstore, c'était le bureau de poste de l'hôtel de ville.
Et la France n'était pas dans un état d'émotion tel qu'on a envisagé le décrétement de l'état d'urgence, l'abâtardissement de nos libertés, des rétentions administratives ou autres. Donc je crois qu'il y a tout un travail quand même de raison à garder que nous n'avons pas su faire, quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques, hein. Et il y a une forme de fuite en avant sur du solutionnisme législatif et technologique. C'est-à-dire, en gros, on pense que la loi et la technologie vont pouvoir répondre à toutes les situations. Non. Parce que si nous avions une capacité très cartésienne d'ordonnancement du monde par la seule volonté des responsables politiques, j'espère que le monde irait mieux. Ce n'est pas le cas. Il faut accepter que, encore une fois, il y a cette forme de fatum. La politique, c'est aussi savoir gérer l'impondérable. Et je crois qu'en matière de liberté fondamentale, il faut éviter de déplacer ce curseur parce qu'en matière de sécurité, il y a systématiquement un effet cliquet. Ce que vous acceptez, vous ne reviendrez pas dessus. Donc, il faut prendre toujours une main tremblante quand il s'agit de légiférer parce que c'est une législation qui va durer. Par rapport justement enfin, ce que vous évoquez justement, c'est en quelque sorte une absence de mémoire, hein. C'est-à-dire qu'on a oublié ce qui se passait hier. Est-ce que, alors il y a ce manque de souvenirs, on va dire, mais est-ce qu'aussi il n'y a pas un problème actuellement avec le politique et aussi avec la classe médiatique, qui est de ne pas envisager ce qui va se passer dans 15 ans, 20 ans, d'être vraiment dans le quotidien, dans l'information qui chasse l'information, chose qui n'est pas forcément très compatible avec le service de renseignement. Est-ce qu'il n'y a pas un déphasage, entre guillemets, dangereux justement entre ces mondes-là? C'est pas un trait contemporain que d'être dans l'immédiateté. Vous savez, l'avantage de l'histoire, c'est qu'on ne voit pas la poussière, hein, on ne voit uniquement que la forme de ligne d'horizon qui se dessine une fois que la poussière est retombée. Et donc, on ne voit pas le fait que nos prédécesseurs étaient eux aussi accaparés par le quotidien et que parfois, il y avait des grandes saillies durables. Et donc, on peut aujourd'hui citer les grandes lois de la Troisième République. Mais enfin, la Troisième République, elle n'a pas fait que des grandes lois. Elle a fait aussi beaucoup de petites lois qu'on a aujourd'hui oubliées. Donc, je crois que c'est pas un trait de notre société contemporaine que de n'être que sur du court-termisme. C'est accéléré parce que notre société est ainsi, parce que les chaînes d'information continuent, ont créé une forme de distorsion de l'échelle de temps et de l'action politique. Mais pour le coup, on n'est pas moins prévoyant aujourd'hui qu'auparavant. Ce qui est sûr, et ce que moi je vois comme élément de distorsion en matière de sécurité, c'est que notre société a été construite sur ce que Norbert Elias appelle la forclusion de la violence du champ politique. C'est-à-dire que plus notre société avance, moins les phénomènes de violence et donc in fine de mort doivent avoir leur place. Et notre sensibilité accrue tient en fait à la poursuite du processus de civilisation. C'est-à-dire plus nous avançons, plus nous trouvons insupportable la présence de la mort dans notre quotidien. Il y avait une très bonne tribune de Tuchet pendant le premier confinement sur la présence de la mort. Si on prend l'exemple par exemple des veillées funèbres, aujourd'hui plus personne ne fait de veillées funèbres chez soi. Auparavant, c'était la norme. Et ces veillées, elles pouvaient durer une semaine entière. Parce qu'aujourd'hui, ça deviendrait très difficilement à l'esprit de nos contemporains d'exposer un cadavre dans son salon. Parce que nous avons repoussé toujours plus loin cette notion de mort. Et donc, le terrorisme, lorsqu'il arrive avec son cortège de mort et de souffrance, eh bien, il vient casser la capacité d'anticipation, casser la capacité de gestion à plus long terme. Et donc, on a le nez collé sur le guidon. C'est terrible à dire, mais c'est finalement la barbarie qui rencontre la civilisation, et c'est la civilisation qui est un peu perturbée de retrouver la barbarie. Donc, c'est, à mon sens, une des explications majeures de ce court-termisme, notamment appliqué aux matières de sécurité. Après, je pense que sur d'autres sujets, on arrive un peu à décoller le nez du guidon et avoir des capacités d'anticipation plus importantes. Si je prends l'exemple de la loi de 2004 sur ce qui allait devenir l'informatique et les communications, cette loi, elle était à bien des égards une forme d'anticipation de ce que l'on connaîtrait aujourd'hui. Elle nécessite des adaptations, mais on ne peut pas nier ces sujets-là. Sur les questions de bioéthique, par exemple, là encore, il y a eu des anticipations intéressantes sur la recherche médicale, etc. Donc, ne croyons pas que nous sommes toujours à la ramasse des événements. Il y a des événements sur lesquels que nous subissons, un peu comme une vague, et ça fait partie, malheureusement, des aléas de la vie politique. Puis parfois, les événements ont aussi un effet, entre guillemets, positif. Et enfin, il y a cette métaphore que j'appelle du fond de la piscine, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé au fond, on peut que remonter. Et par rapport à ça, on voit que Vous, parfois, on déplace le fond.
On va essayer de ne pas le faire. Mais enfin, notamment après les attentats de 2015, on a vu une vague de personnes qui se sont intéressées au monde alors, du renseignement, effectivement, des armées aussi. Il y a eu une affluence massive des jeunes dans les CIRFA. Et puis, il y a un intérêt, on va dire, peut-être croissant, et ça a été accentué par des séries. Il y a notamment le Bureau des légendes qui a été vraiment un vecteur de, de vocation, je pense. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de personnes qui s'intéressent au renseignement? Est-ce que c'est un sujet que les Français maintenant ont à l'esprit et connaissent à minima? Écoutez, j'ai pas encore l'âge d'être un ancien combattant, mais je commence à avoir des traits de caractère qui s'en rapprochent. Moi, je me souviens quand j'ai commencé en 2006 à travailler sur le renseignement, grâce à Sébastien Laurent, qui était à l'époque mon directeur de mémoire en histoire, euh, les gens me prenaient pour un fou au mieux, pour un autoritaire au pire. Et je vivais, comme les universitaires qui travaillaient sur ce sujet-là, une forme de relégation absolue. Et notamment, je me souviens, ça a duré, puisque quand j'ai entamé ma thèse en 2008, mon directeur de thèse en sciences politiques me disait évitez de parler du renseignement parce que je ne le sens pas. Vous voyez. Et en 2011, mon directeur de mémoire me dit vous devriez insister un peu plus sur le renseignement. C'est des petites anecdotes pour dire une chose, c'est qu'il faut qu'on se rende compte qu'on a vécu, notre génération a vécu, enfin en tout cas la mienne, a vécu une forme de cataclysme en matière d'intérêt pour le renseignement. Le renseignement d'objets sales, pour paraphraser ce que Dominique Monjardet disait de la police, est devenu aujourd'hui un sujet attractif. C'est-à-dire que ce qui était un objet de réprobation aujourd'hui est un phénomène attractif. J'enseigne à Sciences Po. Honnêtement, j'ai jamais vu la filière sécurité-défense, d'abord créée récemment, avec les composantes renseignement, être aussi pleine d'étudiants, avec des listes d'attente infinies, etc. Donc, vraiment, il y a eu cette mutation extraordinaire. Et moi, je ne pourrais pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent au renseignement, parce que j'ai connu un état de telle disette que là, j'ai l'impression de vivre le trop-plein. En revanche, ce qui est certain, c'est que cet intérêt pour le renseignement ne veut pas dire que nous développions une culture politique du renseignement. Et je crois que les décideurs politiques doivent encore perfectionner leur culture en matière de renseignement parce qu'on est trop comptable des conditions dans lesquelles cette assomption du sujet du renseignement s'est opérée, c'est-à-dire principalement sous l'effet du terrorisme et bien évidemment sous l'effet plus positif de séries, de films ou autres. Mais je crois vraiment que le terrorisme, de ce point de vue-là, a été un phénomène de rationalisation de notre relation à l'appareil de sécurité. Et donc, je crois vraiment qu'il faut travailler sur cette culture politique du renseignement qui est encore défaillante et qui permettrait de mieux gérer cet aspect-là, peut-être plus sereinement, d'avoir une meilleure orientation et peut-être une plus grande pondération face aux événements. Est-ce que justement là-dessus, on parle souvent de conception anglo-saxonne du renseignement? Qu'est-ce qui diffère réellement entre la perception justement de ces pays et avec celle de la France? Je crois que ce qui diffère, c'est une culture politique beaucoup plus ancienne en matière de renseignement, avec une intégration du renseignement à la prise de décision stratégique. Et ça, la France, c'est très récemment qu'elle a passé ce cap-là. Ça tient beaucoup d'ailleurs à la manière dont les systèmes élitaires fonctionnent au Royaume-Uni et en France. Le système élitaire au Royaume-Uni est à la fois beaucoup plus fermé que le système français, mais la circulation des élites est beaucoup plus intense. Donc, quelqu'un qui travaille dans le renseignement peut ensuite aller travailler dans la banque, puis devenir égyptologue dans un grand musée londonien, par exemple. Je caricature à peine, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire des études de finance à Oxford et en même temps travailler sur l'égyptologie, ça ne choque personne, alors qu'en France, on est sur un phénomène de plus grande spécialisation. Ce qui explique, à mon sens, que l'intégration du renseignement au processus décisionnel stratégique n'ait pas été optimale, le soit toujours pas, et donc de ce fait que le renseignement n'ait pas été une forme de pseudopode de l'action d'État assez naturelle, assez revendiquée, même si très secrète, et qu'aujourd'hui, nous gérons en fait un passif qui est assez important. Je prends un exemple. Il y a une forme de réticence des militaires au travail de renseignement.
je me souviens dans ma thèse, j'avais interrogé le général Saulnier, qui était chef d'état-major particulier de François Mitterrand en 1981. Et je lui demandais quelle était sa réticence à l'égard du renseignement. Il me disait, vous comprenez, un militaire qui travaille en clandestin sans son habit de soldat, ça n'est pas un vrai militaire. Eh bien, cette notion qui peut paraître un peu rétrograde, mais en fait, elle est assez représentative de ce que les militaires pensaient et dont certains pensent toujours du renseignement. Général de Gaulle, par exemple, n'était pas un très friand du renseignement, précisément parce qu'il avait cette notion du militaire qui ne pouvait pas cacher sa condition de militaire. Donc, cette culture politique des différents types d'élites, eh bien, il faut continuer à la travailler et c'est la vraie différence à mes yeux entre le Royaume-Uni et la France. Est-ce que justement, vous avez évoqué que vous enseignez à Sciences Po Paris et qu'il y a un afflux considérable d'étudiants donc la spécialité sécurité et défense? Est-ce qu'au final, c'est juste une question de une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, voire avant que justement cette génération arrive aux responsabilités et que la culture sur ce renseignement change totalement? Ou est-ce qu'il faudra des changements plus profonds? Écoutez, je ne pense pas que l'affluence soit forcément gage de changement positif de culture. Vous allez me trouver un peu réactionnaire sur ce coup-là, mais ça n'est pas parce qu'il y a un succès que nécessairement il va y avoir un changement de culture. Parce que la génération qui arrive aujourd'hui aux études et qui plus tard arrivera aux responsabilités, elle ne bénéficie pas forcément des éléments paradigmatiques qui permettraient d'espérer un changement de culture. Elle sera moins pire que ses prédécesseurs, mais je ne pense pas qu'elle soit encore totalement optimale. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas qu'uniquement une question de temps, de durée ou d'affluence, c'est vraiment une question de vision politique. Aujourd'hui, on manque de vision politique, ça ne veut pas dire que ça soit irrémédiable. Moi, je note par exemple que quand j'ai commencé à travailler avec Jean-Jacques Urvoas en 2010 sur les sujets de renseignement, au Parti socialiste, franchement, ça faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, les gens estiment que c'est un sujet naturel de débat. J'en veux pour preuve le fait que Jean-Luc Mélenchon, dans son programme présidentiel, évoque les services de renseignement comme n'importe quelle administration. Ce qui, pour la gauche, je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon en particulier, c'est lui qui a publié son programme présidentiel le plus tôt, ce qui montre pour la gauche une forme d'aggiornamento tout à fait important. Et donc, c'est ce genre de petites touches, avec cette capacité de vision politique, qui permettra, à mon sens, d'améliorer la culture politique. Il faut donc s'en remettre, en quelque sorte, à des gens qui doivent penser un monde où la culture politique du renseignement est plus efficace, plus rationnelle. Et c'est peut-être un des objectifs au moment de votre think tank que vous avez évoqué tout à l'heure. Entre autres, effectivement, je suis assez fier que dans les terries, nous ayons, alors elles sont sous ma plume, mais écoutez, c'est pas grave, mais on a promu ce sujet du renseignement en termes de politique publique. On a commencé d'ailleurs par ça, puisque dès la note numéro 2, on évoquait ces thématiques de chiffrement des données, de mutualisation du renseignement. La note numéro 4 était totalement consacrée au chiffrement. Moi, j'ai consacré d'autres notes sur la réforme de la délégation parlementaire au renseignement, de la loi renseignement. Et c'est ce genre de travail d'expertise. Je ne dis pas que c'est un travail qui est nécessairement bon, j'ai tendance à le croire puisque je l'ai publié. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce genre de travail d'expertise qui permet cette naturalisation du renseignement comme un sujet politique, comme un sujet administratif, et qui permettront une accoutumance et donc des prises de position politiques. Parce que je crois qu'il faut faire de la politique autour du renseignement. Pas une politique, on dit toujours une politique politicienne, mais pas une politique négative, une politique, c'est-à-dire vraiment travailler sur une politique publique du renseignement. C'est ce terme qui a été créé dans la loi de 2015 sur le renseignement. Il faut maintenant lui donner du corps. Et pour lui donner du corps, il faut faire de la politique. Et au-delà même des clivages politiques, vous citiez tout à l'heure le PS, moi, je pense que pour n'importe qui, c'est intéressant justement d'aller s'intéresser aux travaux de l'ETERI, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement. Écoutez, ce qu'on essaie de faire toujours à l'ETERI, c'est un travail à charge et à décharge. Donc, on met en avant les arguments en faveur et en défaveur, charge aux responsables politiques de trancher en fonction des options que l'on a présentées. Donc, c'est intéressant d'exercer l'esprit critique. Ce qui compte le plus au monde, c'est d'exercer son esprit critique. Florent Vasillot, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous auriez un film ou une série à nous conseiller en cette période de deuxième confinement? Je suppose en matière de renseignement, parce que mes goûts cinématographiques en d'autres secteurs vous catastropheront sinon, mais non, écoutez, je crois vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui souhaiteraient le revoir, que le Bureau des légendes, alors je ne suis pas très original, hein, que le Bureau des légendes est sans doute ce qui s'est fait de mieux depuis 10-15 ans en matière de renseignement. C'est à la fois suffisamment romancé pour avoir du succès, suffisamment vrai pour être crédible.
trouve que les acteurs sont de très bonne tenue. Et je crois que ça vaut le coup d'être revu. Après, on peut avoir une première vision parfois un peu émotionnelle, un peu admirative, et il faut le revoir pour comprendre ce qu'est vraiment cette œuvre artistique autour du renseignement qui est très complète, très intéressante, très fine et qui mérite, à mon avis, d'être revue. Moi qui n'aime pas revoir des films ou des séries, je le préconise en matière sur le Bureau des légendes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Florent Vadillo. On invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à vous suivre sur les réseaux sociaux, puisque vous faites aussi vivre Les Espions de l'Élysée sur les réseaux sociaux, un livre qui vit. C'est joyeux. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours par Facebook ou par mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Et en attendant, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.